Donc, dans le cadre du bureau, là, enfin, vous en avez peut-être déjà parlé, mais on a évoqué ces questions de sobriété. Et il se trouve que c'est une question qui m'intéresse depuis un certain temps pour différentes raisons. Bon, déjà, dans le cadre des travaux qu'on conduit pour le Pirensen, avec les travaux de prospective et de scénarisation, mais aussi dans le cadre du GREC Île-de-France, donc du groupe régional d'experts sur le climat, euh, dans le cadre duquel, avec plusieurs collègues, on a engagé une réflexion donc, sur la question de la sobriété avec la ville de Paris. On est en train de préparer en fait un carnet sobriété qui a pour objectif déjà d'explorer un peu cette notion de sobriété. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a analysé les documents stratégiques de la ville de Paris à l'aune de cette question de la sobriété, pour voir s'il y avait de la sobriété ou pas, en gros. Et donc ça nous a amené à un premier travail un peu de défrichage et si, comme on s'était dit que ça serait pas mal d'engager une série de réflexions sur la sobriété, je vais vous présenter ce travail de défrichage qui est encore incomplet et qui n'est pas dédié à l'eau dans un premier temps, hein, puisque c'est une vision plus générale, mais bon, c'était en matière d'introduction, puis parce que j'étais disponible. Alors, sobriété, donc voilà, déjà, si on essaye alors, si on essaye de chercher les origines de la notion, on peut les chercher partout. On peut les chercher en philosophie, en sociologie, en sciences politiques, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va restreindre le périmètre en se disant, on va regarder plutôt du côté des sciences de l'environnement, des gens qui s'intéressent à la matérialité des sociétés, au métabolisme social, urbain, territorial, à la comptabilité matérielle énergétique, comment vient sur le tapis cette question de la sobriété. Et finalement, on peut dire que l'émergence de cette notion, elle se situerait au carrefour de trois champs de recherche ou de réflexion qui seraient pour l'un les limites planétaires, pour l'autre la dématérialisation, et enfin pour le troisième les besoins essentiels. Alors, les limites planétaires, bon, c'est une chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose qui est généralement associé aux travaux de Rockström et ses collègues à Stockholm. Cela dit, quand on prend un peu de recul en termes d'épistémologie ou d'histoire des sciences, on se rend compte du fait que cette question des limites, donc, qui a été évoquée par-ci, par-là avant la conférence sur la biosphère de 1968, elle monte vraiment en puissance en 1968 avec cette conférence, avec cette idée de vaisseau spatial terre qui est limité, donc, et cette idée d'unité et d'unicité de la Terre. Donc, unicité signifiant que nous n'avons qu'une seule Terre, hein, c'est ce qui est écrit sans cesse à cette époque, et unité qui qualifie les interrelations entre les différents éléments qui constituent la planète. Ça a donné lieu à un certain nombre de développements, notamment autour des notions de capacité de charge, qui au départ n'étaient pas du tout appliquées aux sociétés humaines, et qu'on trouve, en tout cas que moi j'ai trouvé pour la première fois, mais peut-être qu'il y a d'autres exemples, hein, dans un texte d'un écologue qui s'appelle Numata, un japonais, dans le cadre du programme Man and Biosphere de l'UNESCO, et qui propose d'appliquer cette notion de capacité de charge, que lui, il attribue plutôt au monde de l'élevage, initialement, la capacité de charge pour les animaux, finalement, de la transférer aux sociétés humaines. Et ça initie une longue lignée de réflexions, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, mais qui conduit à ces notions d'empreinte et surtout de capacité écologique qui est intimement liée à la question des limites planétaires et qui va continuer dans son histoire pour arriver aux limites planétaires telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc défendues par l'Institut de Stockholm et un certain nombre de collègues. Bon, ça, c'est pour rappel la dernière version des limites planétaires pour lesquelles les aérosols atmosphériques ont été ajoutés et bon, la version précédente ayant ajouté les nouvelles entités.
Donc, ça, c'est un premier élément du raisonnement. Prenons acte du fait qu'il existe des limites à la planète qui induit, alors si je le reconstruis a posteriori en faisant plus d'épistémologie que d'histoire des sciences, là, un autre champ de réflexion qui est, bah, si nous admettons qu'il y a des limites, jusqu'où faut-il aller dans la dématérialisation? Et ça, à nouveau, ça a donné naissance à tout un tas de réflexions sur ce qui a souvent été d'abord appelé découplage, donc découpler la production de richesse de la consommation matérielle, avec les notions, comme vous pouvez le voir ici, de découplage relatif et de découplage absolu, qui ferait qu'on continuerait à produire des richesses, de plus en plus de richesses, en consommant de moins en moins de matière. Et dans la lignée de cette notion de découplage, donc on trouve la notion de dématérialisation qui est plus frontale, si je puis dire, puisqu'elle consiste à dire que la question, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on produit comme richesse, etc., etc. La question, c'est avant tout de consommer moins de matière, d'extraire moins de matière, et qui a initié tout un tas de réflexions sur le facteur de dématérialisation. Ces réflexions, on les trouve en particulier à partir des années 90, avec il y a un colloque en particulier qui a joué un rôle très important en 99, dont j'ai oublié le titre à l'instant, mais dans lequel on avait énormément de communication sur ce sujet. C'est vraiment, on sent qu'il y a vraiment un sujet qui monte en puissance, avec des grandes variétés dans la quantification de ce facteur, puisque selon les communications, on va du facteur 2 à, pour certains, au facteur 100, donc une division par 100 de la pression sur les ressources, bon, qui semble un peu inatteignable, et le facteur 100 a eu un destin très court, hein. Il n'est pas sorti de ce colloque, mais cela dit, c'est là qu'on voit émerger ce fameux facteur 4, hein, qui a été traduit en droit français, mais d'une manière un peu particulière dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage de Weizsäcker et Lovins sur le facteur 4, justement, en 1997, donc qui prônait la combinaison de la sobriété et de l'efficacité, et puis qui s'est transformé en facteur 5 en 2009, puisque le facteur 4 ne semblait pas suffire, sachant que parallèlement, il y a un certain nombre de collègues qui défendaient l'idée du facteur 10, à travers la création d'un institut du facteur 10, mais qui a eu un destin très bref aussi, hein, qui a qui a essayé de lancer un mouvement facteur 10 avec l'édition de la création d'un institut, l'édition d'une lettre qui aurait dû être pérennisée, puis tout ça semble s'être un peu effondré, mais il n'en demeure pas moins que ces travaux ont quand même été très structurants dans les recherches qui portent sur la dématérialisation. Et puis le troisième champ, c'est celui des besoins essentiels, cher à Fabien, qui alors n'est pas issu initialement des sciences de l'environnement, hein, mais plutôt de la philosophie, de la science politique, de la sociologie, bon bref, donc des sciences humaines et sociales, qui visent à engager depuis très longtemps maintenant, une réflexion sur qu'est-ce que seraient ces besoins essentiels. Et donc là, l'idée, si on réfléchit à la question de la sobriété, et si on poursuit le raisonnement que j'ai tenu, c'est de dire, bon, prenons acte que la planète a des limites, demandons-nous de combien il faut réduire, et confrontons ça à ce que serait le besoin des sociétés. C'est pour ça que ces trois champs s'articulent assez bien, et on les retrouve même implicitement dans les différentes réflexions sur la sobriété. Donc là, j'ai repris ce qui était mentionné dans la thèse de Fabien sur les différentes expressions de ces besoins. Il y a d'autres travaux. Alors là, ils sont indiqués de manière qualitative. Je vais revenir sur une autre quantification dans quelques instants. Il y en a d'autres qui le calculent de manière monétaire. Donc, merci Sarah d'avoir attiré mon attention sur ces travaux. Alors, je ne suis pas remontée à la source parce que je n'ai pas eu le temps, mais c'est dans une conférence de François Jarry et Jean-Baptiste Fressoz, j'étais en train de mélanger son prénom avec celui d'un autre, qui disent que finalement, un certain nombre de travaux d'économistes, auxquels il faudrait remonter, montrent que le bonheur... Bon,
je ne sais pas trop ce que c'est que le bonheur, mais serait atteint avec un PIB de 20 000 dollars par habitant, sachant qu'on serait plutôt en France à 40 000, donc on a largement atteint notre seuil de bonheur. Cette question des besoins essentiels, elle est, bien sûr, elle est très complexe. Elle a occasionné entre Fabien et moi des discussions nombreuses. Parce que moi, je lui disais, mais non, tu ne peux pas décider pour l'ensemble de l'humanité qu'est-ce que c'est que les besoins essentiels ou qu'est-ce que c'est que le bonheur, même si tu ne parlais pas de bonheur, mais eux parlent de bonheur. Et en fait, elle a une conséquence sur laquelle je reviendrai après, qu'elle fait de la sobriété un projet qui est entièrement politique et beaucoup plus politique que ceux que j'évoquais avant. Bien sûr qu'ils peuvent être portés ou pas par des politiques, mais qui cherchent à définir des limites absolues que les sciences de la nature pourraient établir et mettre sur la table de discussion. Alors, pour vous donner un autre exemple sur cette question des besoins essentiels, on l'a utilisé dans le cadre du Pirensen, un travail qui a été publié en 2020, qui lui essaye de déterminer les conditions de vie décentes. Et donc, c'est un travail qui avait pour objectif c'est un travail qui a une portée internationale, hein, qui n'est pas du tout centré, d'avance, pas les Français qui l'ont fait, centré sur les conditions de vie françaises, mais qui se demande quelles seraient les conditions de vie décentes pour toute l'humanité et qui essaye de transformer ça en demande énergétique. Alors, je vais juste revenir en arrière. Oui, on voit bien. Donc, ils ont déterminé à partir de la mobilisation de toute une littérature, dont celle d'ailleurs que j'ai mentionnée au transparent précédent, enfin la diapositive précédente, transparent, ça fait un peu ringard, quelles étaient quelles seraient les conditions de vie décentes. J'attire votre attention sur le fait que ces conditions de vie décentes, elles ne sont pas indécentes, justement, puisque si vous regardez ce tableau, il y a quand même un téléphone par personne, il y a un ordinateur par ménage, donc bien sûr, c'est moins que ce que nous avons en France, mais c'est beaucoup plus que ce qu'a la plupart de l'humanité. On est à, je crois, 50 litres d'eau par jour, c'est quand même une quantité d'eau tout à fait confortable. Et donc, eux transforment ça en consommation énergétique et arrive à ce résultat. Donc, le résultat conditions de vie décente, c'est le premier, qui est à 15,3 gigajoules par habitant et par an. Et il le compare à 3 pays dans lesquels les conditions de vie ne sont pas décentes du tout, mais qui, par exemple, pour le Kazakhstan, a une consommation supérieure, sachant que pour comparaison à la situation française, la consommation, alors ça c'est de l'énergie finale, la consommation d'énergie finale est de l'ordre de 80 gigajoules par habitant et par an, donc beaucoup plus. Et alors pourquoi ces travaux, donc comme je le disais à l'instant, hein, on peut très bien critiquer l'établissement de ces conditions de vie décentes et dire mais pourquoi 50 litres, pourquoi 4 kilos de linge, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt à cela, qui est de parler de sobriété, bien sûr, mais qui est aussi de définir ce qu'on appelle au Pirensen, mais le champ des possibles. Et là, on voit que le champ des possibles, il est assez important entre la situation actuelle et une situation de sobriété très, très forte. Donc voilà, en gros, pour revenir sur les origines de cette réflexion, en tout cas dans les champs scientifiques sur la sobriété, avec ce triptyque qui aboutit, comme je l'ai écrit ici, hein, à une inéluctabilité de mise en politique, puisqu'on voit bien que ces seuils, quand il s'agit des seuils sociaux, des minima sociaux ou des maxima sociaux, ça dépend dans quel sens on les prend, ne peuvent être issus que d'un choix collectif et d'un choix de société. Alors après, on s'est lancé aussi, pour poursuivre ce travail, dans une mise à l'épreuve de la sobriété vis-à-vis de son pendant, qui est généralement l'efficacité. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pourquoi ça me paraît important pour la suite de nos réflexions dans le cadre de la question de l'eau, c'est que, de fait,
les politiques publiques aujourd'hui sont très axées sur l'efficacité, beaucoup plus que sur la sobriété. Deuxièmement, on se rend bien compte du fait qu'avec l'efficacité, on ne rentrera pas dans les limites planétaires. Donc, ça veut dire que la sobriété doit être mise sur la table. Et enfin, troisièmement, et ça, c'est vraiment un débat qu'on a eu au sein de la ville de Paris, un certain nombre de membres des services de la ville nous disent mais est-ce que l'efficacité n'est pas le premier pas vers la sobriété? Sachant que nous, on leur répond non, parce que ce sont deux gammes d'actions qui sont complètement différentes, qui peuvent être complémentaires, mais on ne peut pas penser que l'efficacité conduira à la sobriété. Elle peut conduire à une diminution de consommation de ressources, certes, dans certains cas, bon, souvent à du transfert inter-ressources quand même, mais elle se distingue en cela complètement de la sobriété. Et donc, on a mis au point cette petite grille de lecture. Bon, je n'ai pas vraiment le temps de la consommer, de la consommer, de la commenter dans son détail, mais où on a mis en relief, en regard les différentes approches. Bon, notamment autour, par exemple, de ce qu'on a appelé le halo terminologique, donc les termes que l'on va rencontrer dans les textes qui abordent de façon frontale, hein, je ne parle pas de Macron qui fait des discours, de manière frontale la question de la sobriété, où on va trouver des termes comme la frugalité ou la parcimonie, que je n'ai pas indiqué ici, ou la décroissance. Alors que dans le registre de l'efficacité, on va plutôt avoir des termes du type performance, découplage, comme je le mentionnais tout à l'heure. Autre chose extrêmement importante, je ne les passe pas tous en revue, en ce qui concerne les normes que l'on applique en quelque sorte aux citadins, aux consommateurs, aux citoyens, on va voir qu'on sera plutôt donc dans la question des besoins essentiels, comme je l'ai déjà dit, alors que dans l'efficacité, on va plutôt parler de consommation responsable, voire avoir un discours selon lequel, sans trop changer, on va pouvoir s'en sortir grâce à cette fameuse efficacité. Autre distinction extrêmement importante, dans le domaine de la sobriété, on va plutôt parler des pratiques, donc ce qui signifie une forme d'enrôlement citoyen, voire d'enrôlement dans la décision des citoyens vis-à-vis des actions à faire, alors que dans le domaine de l'efficacité, on va plutôt parler de comportements à transformer par des nudges, par des ceci, par des cela, avec l'idée selon laquelle on peut agir sur les comportements des uns et des autres avec des bonnes campagnes de pub, de la bonne signalisation dans le train pour dire mettez votre truc dans la poubelle avec les grosses dents parce que c'est rigolo. Et donc, ça va inciter les gens à utiliser. C'est ça, hein, c'est un nudge exprès. Hein, c'est parce que c'est pour que les gens trouvent ça rigolo et du coup aient envie de mettre les choses dans la poubelle. Ben, ça, c'est typiquement une démarche d'efficacité basée sur les sciences comportementales qui n'ont strictement rien à voir avec les démarches de sobriété qui sont basées sur la question des pratiques. Par rapport à des questions qui nous intéressent aussi sur la séquence éviter, réduire, compenser, dans la sobriété, on sera plutôt dans l'éviter, le réduire, voire le zéro brut, voire le moins que zéro, alors que dans l'efficacité, on sera dans le compenser et dans le zéro net. Bon, je ne vais pas toutes les passer en revue, comme je viens de le dire. Si on continue, on a aussi essayé un peu de réfléchir à ce qu'on appelle l'interface technique. L'interface technique, c'est un terme qui est employé par un philosophe des sciences que j'admire beaucoup, mais dont je viens d'oublier le nom à l'instant, mais que je pourrais retrouver si je creuse ma tête, dans ma tête plutôt, enfin il faut que je creuse ma tête pour trouver dans ma tête, mais donc l'interface technique, en gros ce que dit ce collègue, c'est que finalement avec le développement, alors pour l'eau, ça serait des réseaux par exemple, hein, on a mis entre l'usager et la ressource un ensemble de dispositifs techniques, une interface, et il emploie le terme à dessein en l'empruntant à l'informatique, hein, et ce qu'il dit, c'est que cette interface est devenue de plus en plus complexe, épaisse, que le citadin, l'usager, n'a de moins en moins de prise sur elle. Elle prend même une forme d'autonomie parce qu'elle est organisée par des institutions, des professions, des marchés, etc. etc. Et finalement, cette notion d'interface, donc qui dépasse le système technique et qui englobe tout ce qui va avec,
ben, elle peut être tout à fait questionnée dans la perspective de sobriété, ou au contraire, on irait vers un amaigrissement, si je puis dire, de l'interface et une plus grande transparence de l'interface, avec ce qu'on a appelé, c'est pas très beau, mais c'est la traduction qu'on a trouvée en français, un empouvoirment, enfin un empowerment au sens de Foucault, des usagers qui serait avec ce triptyque HUC, habitant, usager, citoyen, par opposition à l'usager passif de l'efficacité, qui serait associé au CUC, le consommateur, usager, client. Voilà, bon, je pourrais continuer sur la distinction, mais quand on fait, si on a fait ça, c'était vraiment pour mettre l'accent sur le fait que, encore une fois, la sobriété n'était pas soluble dans l'efficacité, et que après on peut dire, oui, bah, ok, mais ça, on peut pas le faire, et donc acte. Enfin, je pense qu'il faudrait le faire, mais l'idée, c'est de prendre au sérieux cette distinction et de prendre au sérieux l'application de cette grille, bon, qui est parfaitement perfectible, hein, aux objets auxquels on s'intéresse et pour lesquels on souhaite procéder à des transformations. Alors, hello dans tout ça, comme je l'avais dit hein, lors du bureau, bon, nous, on n'a pas travaillé précisément sur la question de l'eau jusqu'à présent, et il se trouve que moi, ma connaissance de l'eau est très incomplète et imparfaite, et surtout concentrée sur des questions urbaines. Mais en tout cas, ce que j'observe, bon, ça, c'est des choses que tout le monde sait, mais qui ont quand même un retentissement important, c'est que dans le domaine urbain, on a une très forte dépendance du sentier si on veut prendre la sobriété au sérieux, parce qu'on a une très forte dépendance à des réseaux qui sont entièrement pensés pour la croissance. Chaque diminution de consommation d'eau est associée à des perturbations du fonctionnement du service, si bien que la diminution de la consommation d'eau a toujours, alors, enfin, je parle du modèle dominant, hein, bien sûr, il y a toujours des gens qui ont dit ça va pas, etc., mais a toujours été considéré en fait comme un écueil plutôt que comme un bienfait, si je puis dire, en termes de sobriété et de réduction de pression sur la ressource, en tout cas à l'échelle des services d'eau. L'autre chose qui me paraît importante, bon, tout le monde, on a parlé depuis que je suis dans ce conseil, on en parle moins parce que c'est devenu un peu une ancienne, de cette question, la dissociation petit cycle, grand cycle de l'eau, mais il n'en demeure pas moins que ce qui me semble, alors là je parle pour moi maintenant, c'est que la réflexion sur la sobriété, notamment la sobriété domestique, ne peut aboutir que si elle est associée à une réflexion sur la place de l'eau dans la ville et donc sur le grand cycle. Je m'explique, je vais donner un exemple bon, qui peut vous paraître très trivial et très un peu rêveur, si vous voulez, je l'assume. Le besoin d'eau dans la maison, le plaisir de l'eau est délégué dans la salle de bain. Bon, pour les propriétés privées qui ont des jardins dans la piscine privative. Et simultanément, l'eau vive a été complètement retirée des pratiques et des usages, notamment de baignade ou de loisirs, etc., etc. Donc, on pourrait très bien dire que si on collectivisait les plaisirs de l'eau dans l'espace extérieur, dans l'espace public, ben, on pourrait atteindre des niveaux de sobriété très importants dans l'espace privé. Et donc, cette question de connexion de la réflexion sur l'espace public et sur l'espace privé, qui est aussi une réflexion sur le petit cycle et le grand cycle, elle me paraît fondamentale. Il y a un autre élément important dans le domaine scientifique qui me paraît un facteur très limitant de la réflexion sur l'eau en général et sur la sobriété en particulier, c'est le fait que l'hydrologie urbaine qui s'est instituée comme un champ de recherche et d'action à partir des années 70, grosso modo, c'est entièrement concentré sur les eaux de pluie, les eaux pluviales, éventuellement les eaux de surface, mais c'est complètement dissocié du reste de l'eau dans la ville, avec les problèmes que j'évoquais précédemment. Et juste pour terminer sur ces quelques éléments de réflexion, je voulais vous montrer ce tableau, bon, qui est un peu ancien, il date de 2011, mais qui me paraît très symptomatique
de la très grande difficulté qu'il y a à penser la sobriété dans le domaine de l'eau et en particulier de l'eau domestique. C'est un tableau que j'ai extrait d'un guide qui a été produit pour les gestionnaires de services d'eau et d'assainissement dans les villes africaines et qui donc évoque le niveau de service en lien avec les dangers pour la santé. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce qui est contenu dans ce tableau, c'est l'idée selon laquelle plus on consommera d'eau, moins le danger pour la santé sera grand. Et pour moi, c'est extrêmement emblématique de tout ce qui a fait le service de l'eau depuis sa naissance au XIXe siècle en particulier et sa mise en règlement avec la loi sur la santé publique de 1902 et tout ce qui a suivi et qui rend extrêmement difficile aussi une pensée de la sobriété. Voilà, bon, c'était quelques réflexions jetées comme ça et je vous remercie de votre attention.